Elle a levé sa coupe de champagne comme une présentatrice de jeux télévisés, arborant ce sourire de scène qu'elle portait toujours quand elle en faisait trop. Tout le monde, voici mon premier mari, a-t-elle dit, étirant le mot comme si elle auditionnait pour des rires préenregistrés de sitcom. Quelques personnes ont gloussé. Un type, probablement quelqu'un du fond de son fiancé, a laissé échapper un sifflement grave et a marmonné, eh ben, c'est gênant. Comme s'il se croyait malin. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé et elle a vite détourné le regard. Ça a duré peut-être 2 secondes, mais ces 2 secondes ont redéfini l'énergie de la pièce. Puis la voix est venue. Tranchante, imprévue, presque paniquée. Attendez, c'est l'homme de l'article de Forbes. Tout le monde s'est figé. La voix appartenait à une femme d'environ 65 ans. Chevelure impeccablement coiffée, perle de bon goût, les yeux rivés sur moi comme si elle venait d'apercevoir un fantôme sur le Titanic. Ce n'était pas n'importe quel invité. C'était la mère du fiancé. La reine de cette petite ruche. Elle s'est tournée lentement vers son fils, sa voix montant d'un demi-ton. Celui qui, oh mon Dieu, tu épouses sa femme. Le verre de vin dans sa main a légèrement basculé mais ne s'est pas renversé. Il faut lui rendre justice. Cette femme avait le contrôle. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence gênant. Un silence d'opéra. Même le groupe de jazz a fait une pause. Je jure que le saxophoniste a baissé son instrument en pleine note, comme s'il savait que ce n'était pas le moment pour une musique de fond. C'est à ce moment-là que le sourire de mon ex s'est fissuré. Juste un vacillement. La microseconde entre la performance et la panique. Je l'ai vu. La mère de son fiancé aussi. Et soudain, cette petite fête avec son cristal poli et ses conversations manucurées s'est transformée en tribunal. Sauf qu'un seul d'entre nous savait que le procès avait commencé. Si vous êtes toujours avec moi, cette histoire ne fait que s'enfoncer plus profondément. Et croyez-moi, ça devient sordide. La plupart d'entre vous lisent et écoutent, mais ne s'abonnent jamais. Si vous êtes l'un d'eux, prenez 2 secondes pour appuyer sur ce bouton. Cela aide mon équipe à vous apporter plus de ces histoires réelles et insensées. Revenons à nos moutons. Mon ex a essayé d'en rire. Elle a bu trop de rosé, a-t-elle plaisanté. La salle lui a offert quelques rires de pitié. Pas sincères. Le genre de rire qu'on donne à quelqu'un quand on est trop embarrassé pour le regarder dans les yeux. Son fiancé avait l'air confus, clignant des yeux comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière dont il ignorait avoir besoin. Il s'est penché vers sa mère, lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle n'a pas répondu, continuant simplement de me fixer. Elle calculait. On pouvait le voir. Plus choqué. Non, ce moment était passé. Elle réfléchissait, se souvenant de quelque chose, une image, un nom, un contexte, puis plissant les yeux. Mon ex a attrapé le bras d'un serveur trop brusquement et lui a arraché une nouvelle coupe de champagne. Elle a pris une gorgée qui ressemblait plus à une lampée. Sa main tremblait à peine, puis elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est acculée. Elle a commencé à jouer la comédie. Oh, il est juste là pour la nourriture gratuite, a-t-elle dit assez fort pour que toute la pièce entende. Plus de rire. Plus faible cette fois, plus clairsemé. Le genre de rire que les gens donnent quand ils ne sont pas sûrs de savoir qui est la cible de la blague. J'ai hoché la tête poliment, sans la corriger, sans dire un mot, laissant juste cela en suspens. Parce que le silence, au bon moment, est une arme. Et ce soir, je n'étais pas la chute. J'étais la mèche. Le jeune barman, qui ne devait pas avoir plus de 24 ans, m'a servi un whisky sans que je le demande. En le faisant glisser sur le comptoir, il s'est penché et a murmuré, « Vous êtes celui de l'article sur l'acquisition, n'est-ce pas? L'entreprise de logistique qui s'est vendue en 2018. » J'ai pris le verre. Vous lisez Forbes? Mon père m'y a obligé, a-t-il dit. Il m'a dit que si je voulais un jour lancer ma propre distillerie, je devrais étudier les types discrets. Ceux qui ne font pas de grands discours, mais qui encaissent de gros chèques. Il a fait un clin d'œil et s'est éloigné. Je me suis retourné vers la salle et j'ai siroté ma boisson lentement. De l'autre côté de la pièce, la mère de son fiancé m'observait toujours, non pas avec suspicion, mais avec reconnaissance. Comme si elle avait un jour vu un loup en smoking se promener dans une galerie d'art et avait réalisé trop tard qu'il ne faisait pas partie de l'exposition.
Son fils s'est penché et lui a dit quelque chose. Elle n'a rien dit, mais j'ai pu voir ses yeux changer. Plus de confusion. La confirmation. Le visage de mon ex était maintenant crispé. Le sourire collé, les lèvres tremblant légèrement. Elle cherchait des alliés dans la pièce et en trouvait de moins en moins à chaque seconde. Quelqu'un a murmuré quelque chose derrière elle. Un autre invité m'a regardé, puis s'est tourné vers elle, avant de s'intéresser soudainement à la table des desserts. Je n'avais pas dit un mot, et pourtant la pièce avait commencé à pivoter. Et l'histoire qu'elle se racontait, celle où j'étais le chapitre ennuyeux avant que sa vraie vie ne commence, était en train de s'effilocher en temps réel. Elle m'avait invité comme un accessoire, mais elle avait oublié que certains accessoires sont faits de ces quatre. Elle a pivoté rapidement, je lui accorde ça. Juste après que sa future belle-mère ait lâché la phrase qui a transformé la fête en prise d'otage, mon ex a sorti son meilleur rire de « n'est-ce pas gênant ?» et s'est tourné vers le groupe d'invités le plus proche, comme un magicien détournant l'attention d'un tour raté. « Oh, il est juste doué avec les chiffres », a-t-elle dit. Comme si elle décrivait l'oncle de quelqu'un qui remplit gratuitement les déclarations d'impôts. Il avait l'habitude de bricoler avec des tableurs en vacances. Il n'allait même pas faire de la plongée si le Wi-Fi était bon. Cela a provoqué quelques rires mal à l'aise. Un type a même hoché la tête, clairement soulagé que l'attention soit ramenée à quelque chose de moins combustible. Elle avait toujours été douée pour ça, réécrire l'histoire avec un sourire confiant et un verre à la main. Mais elle avait oublié que l'histoire a une drôle de façon de fuiter. Et ce soir, elle saignait déjà sur les bords. La mère de son fiancé n'a pas mordu à l'hameçon, pas du tout. Elle se tenait près du mur du fond, ne parlant plus à personne, se contentant d'observer. On pouvait voir sa bouche bouger légèrement alors qu'elle murmurait à la femme à côté d'elle, une dame mince et sévère en robe bleue qui portait un badge nominatif indiquant « associé principal ». Ce n'était pas une amie. C'était un tir de semonce. Pendant ce temps, mon ex continuait sa performance. Elle a montré sa bague pour la 3e fois, feignant d'être surprise quand les gens la complimentaient, comme si elle n'avait pas délibérément placé sa main sous la lumière du lustre. Elle a raconté à nouveau l'histoire du parapente au Chili, riant juste un peu plus fort cette fois, comme si le volume pouvait détourner l'attention de la répétition. Le récit avait tout ce qu'elle aimait, l'argent, le danger, un homme qui aimait l'aventure. Son fiancé souriait et la laissait parler, mais on pouvait déjà voir la raideur dans sa posture. La façon dont il jetait un coup d'œil vers sa mère, attendant une sorte de signal. Je suis resté au bar, même endroit, même verre. Je ne cherchais pas à envenimer les choses. Ce n'est pas ma façon de travailler. Mais le barman se souvenait. Il s'est de nouveau penché en remplissant un verre. Elle a dit que vous aimiez les tableurs plus que la plongée, a-t-il dit avec un sourire en coin. C'est drôle. J'ai entendu dire que votre entreprise de logistique gérait la moitié des vaccins de la chaîne du froid sur la côte ouest. Moi aussi, je ferais de la plongée si j'étais aussi liquide. Je n'ai pas répondu, j'ai juste levé le verre dans un toast silencieux. C'était ça, le truc. Je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix. Pas quand les faits parlaient plus fort que n'importe quelle anecdote de soirée. Elle avait passé les 6 dernières années à construire une version de sa vie où je n'existais pas. Un récit qui commençait à 9 au moment où elle était sortie de notre appartement avec 3 cartons, un tapis de yoga et un mot qui disait « J'ai besoin de plus ». Ne me déteste pas pour ça. À l'époque, elle disait que je rendais la vie trop prévisible. Elle voulait des tempêtes, du chaos, de la romance, comme dans les films. Elle voulait ressentir quelque chose à nouveau. Elle disait qu'être avec moi, c'était comme flotter dans une eau tiède, en sécurité mais engourdie. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'eau tiède ne semble ennuyeuse qu'aux gens qui n'ont aucune idée qu'ils sont entourés de requins. Et maintenant elle dansait dans les bas-fonds, prétendant que les ombres n'étaient pas réelles. Un groupe de jeunes investisseurs en capital risque m'a approché. L'un d'eux, un type avec des boutons de manchette en forme de pièces d'Ethereum, avait l'air nerveux. Et, a-t-il dit, en essayant trop fort de paraître décontracté. N'êtes-vous pas celui qui a négocié cet accord avec Inright Lab à l'époque? La clause de propriété partagée? C'était de vous, non? J'ai hoché la tête. Quelque chose comme ça. Le groupe a échangé des regards. L'un d'eux a murmuré « Merde ». Mon ex l'a vu. Son sourire a de nouveau tressailli. Elle a essayé d'intercepter,
s'est approché en pleine conversation avec son champagne à la main, interrompant sans honte. Ne le laissez pas vous ennuyer avec les détails. Il va vous expliquer l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et tout le monde va s'endormir. Son rire était brutal cette fois, un peu désespéré. Un des jeunes types l'a regardé, puis s'est tourné vers moi. En fait, nous parlions justement de modélisation de la distribution. C'est une sorte de légende, a dit l'un d'eux. Elle a cligné des yeux. Oh, a-t-elle dit, rien de plus. Juste, oh. Puis elle s'est retournée et est revenue vers son fiancé, un peu plus vite qu'avant. Il a demandé quelque chose. Elle a hoché la tête rapidement, mais il continuait de jeter des coups d'œil dans ma direction. Le barman a rempli mon verre sans qu'on le lui demande. Ce qui est drôle avec la réinvention, a-t-il dit tranquillement. On peut changer de tenue. On peut changer d'adresse. Mais finalement, quelqu'un ouvre le fichier original. Il a fait glisser le whisky vers moi et a ajouté, « Et vous ? Vous avez l'air d'un homme qui possède des archives. » J'ai pris le verre et j'ai regardé à travers la pièce. Mon ex était de retour avec son groupe, racontant ses histoires comme si elles fonctionnaient encore, mais plus personne ne riait. Il me regardait tranquillement, respectueusement, et elle. Elle était la seule à prétendre que rien n'avait changé. Elle ne m'a jamais posé de questions sur l'entreprise après son départ. Pas une seule fois. Ni comment j'allais, ni comment l'accord s'était déroulé, pas même un sarcastique, as-tu finalement réussi à faire fonctionner ta petite start-up ? Et je ne lui ai jamais rien proposé. Parce que la vérité, c'est qu'elle ne s'est jamais intéressée à la façon dont les choses fonctionnaient, seulement à leur apparence. Et je n'ai jamais été assez tape à accent grave-l'œil pour lui être utile de cette manière. À l'époque, je travaillais discrètement avec 2 partenaires, un à Zurich, un à Seattle, à construire des systèmes back-end pour des hôpitaux, des cliniques et des distributeurs pharmaceutiques. Pas un travail sexy, pas le genre de choses qu'on raconte à table, mais essentiel, surtout quand le monde a paniqué et que chaque nation s'est battue pour des vaccins. C'est là que notre valeur a triplé et que les enchères ont commencé. Nous n'avons pas fait les gros titres. Nous ne le voulions pas. Nous avons vendu pendant la deuxième vague de consolidation, quand les grands groupes pharmaceutiques ont réalisé que posséder le pipeline était plus important que de posséder les pilules. L'accord a été structuré via un trust offshore et nos noms ont été effacés de tous les communiqués de presse finaux. Mais cette interview de Forbes, ils m'ont convaincu d'en donner une, officieuse, derrière un paywall, sous un pseudonyme. Seuls 3 noms étaient suggérés. L'un était le mien. Apparemment, c'était suffisant. Sa mère, elle l'avait lu. Dieu sait comment ou pourquoi. Peut-être que sa famille investissait dans la chaîne d'approvisionnement. Peut-être qu'elle avait dîné avec quelqu'un qui avait laissé échapper mon nom en passant. Peut-être qu'elle avait simplement le genre de mémoire entraîné à détecter des schémas que personne d'autre ne voit. Mais elle m'a regardé avec cette horreur naissante. Pas de la peur, mais une prise de conscience. Le genre qui dit, j'ai fait une erreur. Et je ne suis pas la seule dans cette pièce qui va en payer le prix. Mon ex ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle était trop occupée à se recalibrer. Comme un magicien dont le tour vient d'échouer. Et maintenant, elle devait maintenir les yeux de tout le monde en mouvement avant qu'il ne repère les fils. Oh, il fait du conseil maintenant, a-t-elle dit à un homme en costume marine qui venait de l'interroger sur mon parcours. De l'immobilier peut-être. Honnêtement, nous n'avons pas gardé contact. Vraiment, a répondu l'homme, les yeux plissés. Je pensais avoir vu son nom au conseil d'administration de Northbridge Medical. Elle a cligné des yeux, a ri un peu trop fort. Non, non, ce doit être quelqu'un d'autre. Mais il ne souriait pas. Une autre invitée, une femme que je ne reconnaissais pas, a rejoint la conversation. N'étiez-vous pas mentionné dans cet éditorial sur la logistique il y a quelque temps, à propos des modèles de redondance dans les zones de crise? Vous avez aidé à concevoir le déploiement de Tyrol, n'est-ce pas? Je n'ai pas nié. Je n'ai pas confirmé non plus. J'ai juste haussé les sourcils et siroté ma boisson. À travers la pièce, le bourdonnement avait changé. Ce n'était plus le murmure des ragots oisifs. C'était de l'analyse. Qui est-il? Pourquoi ne l'a-t-elle jamais mentionné? Pourquoi continue-t-elle de changer d'histoire? Les gens commençaient à faire ce qu'ils font toujours quand ils sentent l'odeur du sang dans l'eau. Ils se tournent contre la chose blessée la plus proche. Et dans ce cas, ce n'était pas moi.
C'était elle. Elle a de nouveau essayé de pivoter, se mettant à rire avec une chaleur exagérée à une histoire que quelqu'un racontait sur un concours canin à Boca. Mais la femme à côté d'elle, la cousine de son fiancé, comme je l'ai appris plus tard, n'écoutait qu'à moitié. Elle faisait défiler quelque chose sur son téléphone, probablement en train de chercher cette vieille interview. Essayant de la trouver parce que c'est ce que les gens font quand ils sont méfiants. Ils vérifient. Et son problème, c'est qu'elle n'avait aucune vérification à offrir parce qu'elle n'avait jamais appris l'histoire en premier lieu. Pas la version complète, pas la vérité. Elle avait toujours aimé penser que j'étais juste un pari sûr. Quelqu'un avec qui construire un appartement, peut-être adopter un chien de refuge, partager un compte Amazon Prime. Elle pensait s'être améliorée, avoir laissé derrière elle l'homme aux tableurs et aux routines tièdes, s'être réinventée autour de preneurs de risques, de visionnaires, de gens qui parlaient vite et pitchaient plus vite encore. Mais l'homme qu'elle avait écarté, il n'était pas bruyant. Il était létal, discrètement. Et maintenant, elle se tenait dans une pièce pleine de gens qui commençaient à réaliser qu'il parlait peut-être aux mauvais visionnaires. Les invités ne m'évitaient plus. Ils gravitaient poliment, prudemment, comme si j'étais une variable qu'ils n'avaient pas prise en compte et qu'ils avaient maintenant désespérément besoin de comprendre. Pendant ce temps, elle regardait autour d'elle comme un magicien cherchant son prochain lapin. Mais le chapeau était vide, la baguette inutile, et le public, il avait commencé à regarder le mauvais numéro. Elle était au milieu d'une phrase, racontant une anecdote trop polie sur un dîner à Capri avec son fiancé et un investisseur très important, quand sa mère a touché son bras. La pression était subtile mais sans équivoque. Il a baissé les yeux vers elle, confus. Elle n'a pas parlé, lui a juste lancé un regard que tous les fils reconnaissent. Ce n'était pas une demande. Ils se sont éloignés vers le coin de la pièce où le personnel avait installé un deuxième bar à vin que personne n'utilisait. Elle a parlé la première, sa voix basse et mesurée, mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. Le genre de regard qui ne cherche pas de réponse, il les dissèque. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers moi. Elle n'essayait même pas de le cacher. Pendant ce temps, mon ex continuait sa performance comme si le rideau n'était pas tombé. Elle a ri à une blague qui n'avait pas été racontée. Elle a levé son verre et a porté un toast à des avenirs audacieux avec un groupe de personnes qui n'écoutaient plus vraiment. Son sourire était si tendu qu'on aurait dit qu'il allait se briser. Et pendant une brève seconde, il l'a fait. Sa main a tremblé une seule fois en attrapant une autre coupe de champagne. Elle a renversé une goutte sur la nappe, puis a juré entre ses dents. Le fiancé est revenu le premier, le visage pâle et la mâchoire serrée. Il a marché vers moi comme un homme sur une corde raide. Je me suis tourné pour le rencontrer, posant mon verre. Il a tendu la main avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je ne savais pas que vous étiez resté en contact », a-t-il dit. J'ai pris sa main, lui ai donné une seule poignée. Nous ne le sommes pas. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait, comme si peut-être il avait entendu autre chose, mais ne voulait pas le dire à voix haute. Eh bien, a-t-il gloussé, je suppose que ça fait de nouveau de vous un membre de la famille élargie. Avant que je puisse répondre, elle a coupé. Mon fils, a dit fermement sa mère, réapparaissant à ses côtés. Puis-je te parler seul? Ce n'était pas une suggestion. Il a hésité, puis l'a suivi hors de la pièce, cette fois-ci par les portes doubles qui menaient au hall. Quelques invités l'ont remarqué. L'un d'eux, un homme en costume gris sur mesure avec une épinglette de société sur son revers, m'a jeté un regard curieux. Je ne l'ai pas rendu. Je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, mon ex a réalisé qu'elle était exposée. Pas seulement non préparée, exposée. Elle se tenait au milieu d'une fête qu'elle avait orchestrée avec la musique qu'elle avait choisie et la nourriture qu'elle avait testée. Et soudain, plus rien de tout cela n'était sous son contrôle. Chaque regard qu'elle croisait venait maintenant avec un point d'interrogation, chaque sourire était plus crispé, chaque conversation plus courte. Quelqu'un lui a posé une question, quelque chose de banal, sur la lune de miel, et elle a bafouillé. Puis elle s'est lancée dans un monologue étrangement détaillé sur la randonnée en Patagonie, même si les deux personnes à qui elle parlait ne s'en souciaient manifestement pas. Elle gagnait du temps, comblait le vide, essayait de distancer quelque chose d'invisible. Mais il n'y a pas de vitesse assez rapide quand la vérité vous rattrape en talons et en perles. À travers la pièce, un homme d'environ 70 ans qui était resté silencieux toute la soirée a soudainement parlé à personne en particulier. Je pensais qu'elle avait épousé quelqu'un dans la tech.
Je ne savais pas que c'était ce genre de tech. Un autre invité a murmuré, pourquoi ne l'a-t-elle jamais mentionné avant? Et comme une traînée de poudre, la question s'est répandue. Une femme près de la cheminée a sorti son téléphone et a tapé quelque chose dans la barre de recherche. Je l'ai vu se figer, fixer l'écran, puis donner un coup de coude à l'homme à côté d'elle. Il s'est penché, a regardé, puis a haussé un sourcil. Et voilà, encore une fois. Ce changement silencieux de la curiosité au jugement, celui qui tue les réputations avant qu'elle n'ait la chance de se défendre. Elle continuait de rire plus fort, de siroter plus vite. Son rouge à lèvres s'était estompé et personne ne le lui a dit. Les cheveux près de sa tempe avaient commencé à s'effilocher et elle ne l'a pas remarqué parce que cette fois, il n'y avait aucun miroir qui pouvait la sauver. Elle m'a regardé une fois à travers la pièce. Ce n'était pas de la colère dans ses yeux. Ce n'était pas de la haine non plus. C'était de la peur. Pas la peur d'être prise, la peur d'être vue. Vraiment vue, pour la première fois depuis des années. Et j'ai juste regardé, parce que je savais ce qui allait arriver. Elle avait oublié l'histoire. Mais sa mère, elle, se souvenait de tout. Ils sont revenus comme les deux moitiés d'un verdict. L'une composée, l'autre les yeux vides. Elle marchait un pas devant son fils, la colonne vertébrale droite, l'expression illisible. Il traînait derrière, la tête légèrement baissée, comme quelqu'un qui venait d'apprendre que la glace sous ses pieds avait toujours été mince. La musique jouait toujours. Les verres tintaient encore, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Les conversations se sont calmées en chuchotements, puis les chuchotements en silence. J'ai senti l'air changer. Épais, électrique, cette charge statique avant un orage. Ils ont atteint le centre de la pièce, juste à côté de l'endroit où se tenait mon ex, entouré d'un groupe de femmes qu'elle avait désespérément tenté de divertir avec quelques demi-rires et des banalités forcées sur les arrangements floraux et les déductions fiscales des startups. Sa mère s'est tournée vers elle. Pas de sourire, pas de préambule. Tu m'as dit, a-t-elle dit, calme comme du verre. Que c'était un vieux comptable, quelqu'un d'amer. Quelqu'un dont tu t'étais échappé. Les mots sont tombés comme du plomb. Mon ex a cligné des yeux. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé autour d'elle comme si elle espérait que quelqu'un d'autre avait été interpellé. Mais la pièce savait exactement qui la flèche avait touché. Puis la mère a élevé la voix, pas un cri, mais juste assez pour être entendue par tous ceux qui se trouvaient à moins de 3 mètres, ce qui, à ce stade, représentait presque toute la salle. Mais tu ne t'es pas échappé, a-t-elle dit. Tu t'es débarrassé de lui. Tu t'es moqué de l'homme qui a posé les fondations de tout ce que tu prétends maintenant comprendre. L'homme qui a financé le secteur même dans lequel nous investissons. Une onde a traversé la foule comme une pierre jetée dans une eau calme. Personne n'a bougé. Personne n'a ri. Quelqu'un près du fond a toussé nerveusement, puis s'est de nouveau tu. Le visage de mon ex est devenu livide. Sa main a lentement abaissé la flûte de champagne qu'elle ne réalisait même plus tenir. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Une recherche mentale désespérée d'une répartie, d'une blague, d'un pivot, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Et c'est ça qui a rendu tout si parfait. Parce que quand on construit sa maison sur du théâtre et que le rideau tombe, il ne reste que l'échafaudage et la fumée. Son fiancé s'est assis lourdement sur l'un des fauteuils moelleux qu'ils avaient placés près de la cheminée. Il ne regardait personne, fixé juste droit devant lui, le vide. Sa mère s'est légèrement tournée vers lui, mais a gardé les yeux sur mon ex. Tu as construit ta seconde chance sur des mensonges, a-t-elle dit, sa voix retombant dans cette douceur calme et dangereuse. Et je ne tolère pas les mensonges. Il y eut une lueur dans l'expression de son fils, une minuscule expiration amère. Le genre de souffle qu'on libère quand quelque chose se met en place, et qu'on déteste que ce soit le cas. Il a regardé sa mère, puis moi, et enfin, lentement, la bague à son doigt. Il l'a touchée une fois, juste une légère tape du pouce, puis a laissé sa main retomber sur ses genoux. Ce n'était pas théâtral. Ce n'était pas colérique. C'était résigné. Et à ce moment-là, j'ai vu tout basculer. Pas avec des cris, pas avec une gifle, pas avec des larmes ou des vers jetés ou des accusations. Juste un regard, un silence, une bague remarquée pour la première fois après avoir été portée. Mon ex a essayé de parler. Je n'ai pas.
Ce n'est pas, a-t-elle commencé, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. Son fiancé ne l'a même pas reconnu. À la place, sa mère s'est tournée vers l'un des serveurs et a dit, « Pouvez-vous faire avancer la voiture, s'il vous plaît ?» Le serveur a cligné des yeux. « Bien sûr, madame. » La mère n'a même pas regardé en arrière. Elle est juste partie. Les invités sont restés immobiles, ne sachant s'ils devaient suivre, parler, ou simplement prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Mais on ne peut pas désentendre la vérité, surtout quand elle vient de quelqu'un qui a tout à perdre en la disant. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Un homme en blazer sur mesure que je ne reconnaissais pas. « Monsieur, si ce n'est pas trop indiscret, seriez-vous ouvert à un café un de ces jours ? Je travaille dans la logistique post-aiguë. Je pense que nous pourrions avoir des points communs. » J'ai hoché la tête une fois, sans dire oui, sans dire non. Derrière moi, mon ex était toujours debout au milieu de la pièce, figée, exposée, seule. Elle avait réécrit le passé tant de fois qu'elle avait oublié qu'il était basé sur un homme réel. Et cet homme réel venait de briser le 4e mur. À un moment donné, sans que je m'en rende compte, le centre de la pièce s'est déplacé. Pas physiquement, socialement. Comme si la gravité s'était tranquillement déplacée d'un mètre vers la gauche, et personne ne l'avait remarqué jusqu'à ce que leur verre penche. Les conversations qui tournaient autrefois autour de sa bague, de sa robe, du dernier tour de financement de son fiancé, ont commencé à migrer vers moi. Ce n'était pas spectaculaire, juste une personne, puis une autre. Puis une petite file, subtile et informelle, comme lors d'une séance de dédicace où personne ne veut admettre qu'il fait la queue. Un homme d'une 50aine d'années avec une discrète épinglette Hermès au revers s'est approché le premier. Il s'est présenté comme conseiller dans une société de croissance stratégique. « Nous cherchons à nous développer dans la logistique intégrée », a-t-il dit. « Je ne savais pas que vous étiez du coin. » J'ai fait un petit signe de tête. Je ne suis plus vraiment quoi que ce soit. Il a souri comme si je venais de lui donner une énigme. « Si c'est vrai, vous le portez bien. » Puis est venue une femme d'une fondation philanthropique. Quelque chose sur l'équité médicale dans les zones mal desservies. « Nous adorerions avoir quelqu'un comme vous à notre conseil d'administration, » a-t-elle dit, même à titre honorifique. J'ai dit que j'y réfléchirais. Honnêtement, je ne le ferai pas, mais je n'étais pas là pour faire des déclarations. De l'autre côté de la pièce, mon ex était assise seule à la longue table, un coude appuyé sur le bord, son téléphone dans l'autre main, les pouces tremblant très légèrement. Son gâteau était presque intact. Une seule bouchée manquante. Le glaçage étalé sur l'assiette comme une scène de crime. Elle ne riait plus. Elle ne faisait même plus semblant. Son fiancé se tenait à proximité, mais ne s'asseyait pas. Il planait comme un homme essayant de décider si le bâtiment valait la peine qu'on y retourne après que l'alarme se soit déclenchée. Chaque fois qu'elle levait les yeux vers lui, il détournait le regard. Chaque fois qu'elle envoyait un texto, elle jetait un coup d'œil pour voir s'il avait remarqué. Il ne le faisait pas. Ou peut-être que si, et il s'en fichait. Elle était entourée de gens mais isolée de toutes les manières qui comptent. Plus personne ne se penchait vers elle maintenant. Pas de têtes inclinées par curiosité. Pas de rire poli. Juste un regard gêné occasionnel. Comme quand on croise quelqu'un qui était autrefois la star de la fête, maintenant assis sous un projecteur qu'il ne peut pas éteindre. J'ai senti une tape sur mon bras. Une jeune femme aux cheveux courts et aux lunettes pointues s'est penchée. « Vous savez » a-t-elle murmuré. Elle dénigre toujours son passé comme si c'était quelque chose auquel elle avait survécu, quelque chose en dessous d'elle. Mais si vous étiez son passé, elle a fait une pause, a étudié mon visage, et a ajouté tranquillement, je ne pense pas qu'elle l'ait jamais mérité. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en désaccord, mais parce que tout ce que j'aurais dit aurait dilué le silence qui a suivi. Et le silence, dans des moments comme ça, dit tout. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste de costume, et je me suis dirigé vers la sortie sans urgence, juste calmement, comme si rien de l'heure écoulée n'avait changé, comme si tout cela avait toujours été inévitable. Le portier a tenu la porte ouverte. Un peu plus froid que prévu, a-t-il dit. Les prévisions sont rarement exactes, ai-je répondu. Il a souri. N'empêche. Ça n'a pas l'air de vous déranger. Je suis sorti. L'air m'a mordu les joues, vif, sec. Pas insupportable. Derrière moi, à travers les grandes baies vitrées,
je pouvais encore la voir. Petite maintenant, comme un tableau derrière une vitre, figée dans ce moment où chaque version de son histoire s'est effondrée sur elle-même comme une étoile à court de mensonges à brûler. Elle avait passé des années à dire aux gens qu'elle avait échappé à son passé. Mais ce soir, son passé n'a pas crié. Il était simplement indéniable. Et tout le monde le regardait partir. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé pour la première fois à minuit 3. Son nom. Pas de message, juste l'appel. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il est revenu. Minuit 12, minuit 22, minuit 40, 1h03. 5 fois. Chacun s'est terminé par le silence. Pas de message vocal, juste un écran clignotant. La tension persistante d'un appel sans réponse. Puis est venu le texto. Simple, doux. Je ne voulais pas t'humilier. J'étais nerveuse. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai lu une fois, puis j'ai verrouillé l'écran et posé le téléphone face contre table. Elle ne le comprenait pas encore, mais elle finirait par le faire. Que parfois, le silence n'est pas passif. Parfois, il est intentionnel, tranchant, chirurgical. Le lendemain matin, le bavardage en ligne avait déjà commencé. Un des invités de la fête, quelqu'un à qui je me souvenais à peine avoir parlé, avait publié un fil de discussion vague mais révélateur sur LinkedIn, de tous les endroits. Quelque chose sur la due diligence au-delà de la table de capitalisation. Il ne citait pas de nom, mais les gens ont fait le lien plus vite que prévu. Soudain, elle n'était plus le phénix brillant et reformaté qu'elle s'était stylisée. Elle était la femme qui avait menti à une salle pleine d'investisseurs et s'était fait prendre. Les fiançailles étaient encore techniquement intactes, mais fragiles. Je ne l'ai pas appris d'elle. Je l'ai appris d'un ami commun, un responsable des relations publiques qui travaillait avec elle à l'époque où elle redéfinissait sa vie après le divorce. Elle appelait ça son « air de libération ». Elle avait même déposé la phrase pour un podcast qui n'a jamais dépassé l'épisode 2. Elle est en chute libre, a dit l'ami au téléphone. Il ne répond plus. Il lui a dit qu'il avait besoin de temps, d'espace. Honnêtement, ça sent mauvais. Elle avait des plans, de grands plans. C'était sa rentrée. Je n'ai rien dit. Elle a continué, il m'a demandé si elle t'avait déjà mentionné, ne serait-ce qu'une fois. Je lui ai dit non, et il a juste hoché la tête. Pas en colère, juste déçu. La déception, ai-je pensé, est plus dangereuse que la colère. Elle persiste plus longtemps. Pendant ce temps, ma boîte de réception était pleine. Des offres de conseils gratuites, toutes discrètes, toutes lucratives. Le genre d'accord murmuré derrière des portes closes, où la discrétion vaut plus que la signature. L'une venait d'un groupe d'investissement que je n'ai pas reconnu par son nom jusqu'à ce que je fasse quelques recherches. C'était le fonds de son fiancé, celui-là même dont elle se vantait chaque fois qu'elle disait aux gens qu'il façonnait l'avenir de la médecine. L'offre était polie. Un salaire à 6 chiffres, tout en télétravail, discrétion totale. J'ai répondu par une seule phrase. J'apprécie l'offre, mais je dois respectueusement la décliner. Pas d'explication, pas de note de bas de page. Je savais exactement quel message cela enverrait, et je le voulais. Parce que voilà le truc avec le silence. Les gens le prennent pour de la faiblesse, un vide, un échec à agir. Mais le silence est le contrôle. Il force les autres à s'asseoir avec leur propre bruit, leur propre version des faits, leur propre effondrement. Et elle s'effondrait. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert son message une dernière fois. Je l'ai relu lentement. Je ne voulais pas t'humilier. J'étais nerveuse. Pas d'excuses, juste du positionnement, juste de la peur. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de ne pas s'en être sortie. Elle pensait que mon silence serait son bouclier, que je viendrais, mangerais le gâteau, jouerais l'idiot, et partirais sans un mot. Et pendant un moment, elle avait raison. Jusqu'à ce que son propre mensonge entre en collision avec quelqu'un qui se souvenait. Et maintenant? Maintenant elle découvrait le coup d'humilier un homme qui n'a pas besoin de parler pour être entendu. Ça a commencé comme un murmure, comme la plupart des choses virales. D'abord un vague article de blog sur un site de potin d'investissement tech de niche. Le genre que seuls les analystes juniors et les stagiaires en relations publiques lisent obsessionnellement à 3 heures du matin,
espérant quelque chose d'exploitable ou d'assez scandaleux pour se sentir en avance sur la courbe. Il était écrit sous un pseudonyme, Diloun42. Mais le ton était sans équivoque. Quelqu'un qui avait été dans la pièce, quelqu'un qui savait. Le titre disait « Quand les fondateurs oublient leurs financeurs, ce qu'une fête de fiançailles a révélé sur le couple préféré de la tech ». Pas de nom au début, juste des descriptions, des indices. Mais au deuxième paragraphe, le masque est tombé. Une référence directe à la société de capital risque en biotechnologie. Un horodatage, une description du lieu si spécifique qu'elle aurait pu être tirée de la facture de l'organisateur de l'événement. Et enfin, un lien, un seul. Un article archivé de Forbes, l'architecte discret d'un réseau d'1 milliard de dollars. Mon nom n'était jamais dans l'URL, jamais dans le titre, mais il était dans le corps du texte, 3 paragraphes plus bas, enterré jusqu'à présent. À la fin de la semaine, 3 autres médias l'avaient repris, aucun grand public, tous précis. L'un était un podcast de Capital Risque qui a fait une analyse des retombées sociales de la fête comme s'il s'agissait d'une introduction en bourse ratée. Ils ont diffusé un diaporama de photos fuitées de la soirée, principalement prises par les invités. Sur l'une, elle se tient au centre d'un petit groupe, le visage rouge, la bouche à mi-phrase, clairement mal à l'aise. La légende, la future mariée, en pleine explication. En arrière-plan, à peine visible. Il y a moi, sur le côté, les mains dans les poches. La nouvelle légende disait, ex-mari, pas chauffeur. Celui-là est resté. Une semaine plus tard, quelqu'un en a fait un mème. Un panneau divisé. En haut, elle souriant à la caméra avec la bague visible. J'ai épousé un homme de vision. En bas, le titre de Forbes. A bâti la vision, puis est parti. Ça s'est propagé. Elle a essayé de prendre les devants. A publié une brève déclaration par l'intermédiaire d'un agent de relations publiques. Nous restons engagés en tant que couple et sommes enthousiastes pour notre avenir ensemble. Mais personne n'y a cru. Pas après que la mère de son fiancé ait cessé de répondre à ses appels. Pas après que les investisseurs aient commencé à se retirer de leur projet commun sans explication. Pas après que les messages Slack fuités aient fait surface. Des captures d'écran anonymes diffusées sur des forums privés de fondateurs. L'une d'un associé junior de la société de son fiancé, est-ce la même femme qui disait que les gars de la logistique n'étaient que des livreurs glorifiés? Internet n'oublie jamais. Et pire, il ne pardonne jamais l'hypocrisie servie avec du champagne. Elle a essayé d'effacer le passé. Des photos ont disparu de ses profils publics. Les mentions de notre mariage ont été supprimées d'anciennes interviews de blog. Mais cela n'a fait que rendre la chasse plus vorace. Les gens ont commencé à creuser plus profondément. Des captures d'archives.org, d'anciens messages d'anciens élèves, des faire-part de mariages d'il y a 10 ans qui traînaient encore dans les recoins oubliés de plateformes oubliées. Chaque effacement est devenu une preuve. Chaque tentative de contrôle ressemblait davantage à de la panique. Pendant ce temps, je suis resté silencieux. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas repartagé. Je ne l'ai même pas reconnu, parce que je n'en avais pas besoin. L'histoire était devenue autonome. Elle avait passé des années à essayer de transformer son passé en une blague. À me réduire à une note de bas de page. À se réinventer en femme qui avait survécu à un homme ennuyeux sans ambition. Mais maintenant, la blague avait un nom, un visage, une valorisation d'1 milliard de dollars, et pire que tout, un public. Elle pensait que se moquer de moi en public serait charmant, audacieux, une façon d'affirmer sa domination. Mais tout ce que cela a vraiment fait, c'est inviter le monde à remarquer qui riait et qui ne riait pas. C'était l'un de ces sommets sur invitation seulement, dans un hôtel qui n'affichait même pas son nom sur le bâtiment. Juste un emblème discret en bronze au-dessus de la porte tournante. Le genre d'endroit où chaque poignée de main coûte 6 chiffres. Et le café est importé par contrat privé. Je n'étais pas là pour réseauter. Je le suis rarement. Mais j'avais été invité personnellement par un fondateur dont j'avais un jour aidé à restructurer l'entreprise lors d'une panne silencieuse que personne n'a jamais signalée. Les gens comme ça n'oublient pas les faveurs, surtout quand on ne les encaisse jamais. Elle n'était pas là, mais il l'était. Je l'ai remarqué pendant la keynote du matin, assis 2 rangées devant, le dos raide, les yeux vers l'avant, mais n'absorbant rien. Il n'a pas regardé dans ma direction, pas une seule fois. La salle était en effervescence, des startups parlant de SPACS,
des fonds cherchant des sorties, mais autour de lui, il y avait une étrange poche de distance respectueuse. Comme si les gens ne savaient pas s'ils devaient le féliciter ou le plaindre. Nous n'avons pas parlé de toute la matinée. Puis, pendant la pause de fin d'après-midi, juste après que je sois sorti sur la terrasse avec une tasse de café noir, il est sorti. Je savais qu'il le ferait. Il n'est pas venu avec un sourire. Aucune tentative de conversation. Il s'est juste approché et s'est tenu à côté de moi. Tous les deux fixant l'horizon comme si nous regardions une tempête qui n'était pas encore arrivée. J'ai juste besoin de savoir, a-t-il finalement dit, la voix tendue, basse. Étiez-vous vraiment le type qui a sauvé cette entreprise en 2009? Il ne l'a pas nommé. Il n'en avait pas besoin. Le moment est resté en suspens, comme un fil tendu entre nous. Je l'ai regardé, pas de côté, pas vers le bas. Pleinement. En face. Est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé. Il a hésité, puis a hoché la tête une fois. Pour moi, oui. J'ai laissé la pause s'installer juste une seconde de plus que ce qui était confortable. Puis j'ai dit, alors oui. Pas de bravade, pas de fioriture, juste la vérité servie sans garniture. Il a cligné des yeux une fois, lentement, comme si cette phrase avait réglé quelque chose au fond de lui. Elle ne me l'a jamais dit, a-t-il dit après un temps. Pas une seule fois. J'ai légèrement haussé les épaules. Elle n'a pas demandé. C'est tout. Il n'a pas argumenté, ne l'a pas défendu, n'a pas insisté. Il est juste resté là un long moment de plus, regardant l'horizon. Puis il a hoché la tête lentement, comme quelqu'un acceptant un verdict, et s'est éloigné. Il n'a pas dit au revoir. Pas besoin. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du même ami commun qui m'avait murmuré des mises à jour depuis le début. C'est fini, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a comblé le silence. Il a tout annulé discrètement. Pas d'annonce, pas de drame. Il a juste mis fin à tout. A tout annulé. Je continuais de siroter mon thé. L'amie a poursuivi, elle n'a même pas essayé de l'arrêter. Elle lui a juste demandé ce qui avait changé. Il a dit, j'ai trouvé la vraie version de l'histoire. C'est tout ce qu'il lui a donné. Je l'ai remercié pour l'appel et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait essayé de tourner la situation à son avantage, prétendant qu'il faisait une pause, qu'il voulait des choses différentes, les débris habituels des relations publiques pour un atterrissage en douceur. Mais ça n'a pas pris, parce que trop de gens savaient. Et plus important encore, ils savaient. Elle n'avait pas seulement perdu l'homme, elle avait perdu le bouclier. La dernière parcelle de crédibilité à laquelle elle s'accrochait. La seule personne qui voulait encore croire à sa version des événements avait posé une seule question et obtenu une réponse qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et quand la vérité entre dans la pièce, même le silence commence à parler. La photo n'était pas mise en scène. C'est ce qui la rendait parfaite. Une photo de panel. Moi au centre, une jambe croisée sur l'autre, le micro accroché à mon revers, les manches négligemment retroussées. J'étais penché en arrière dans mon fauteuil, en pleine phrase, les mains gesticulant légèrement pendant que je parlais. Le genre de photo qui dit, cet homme n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il l'a déjà fait. Le sommet avait été discret, de haut calibre, sur invitation seulement. Encore une fois, le genre d'événement où les gens ne se vantent pas d'y assister, ils le font simplement. J'étais dans un panel discutant de la résilience de la chaîne d'approvisionnement après la crise. Sujet aride. Important. Le genre de choses que personne ne cite, mais dans lequel tout le monde investit par la suite. Je n'ai su que la photo était sortie que 2 jours plus tard. Quelqu'un l'a postée sur un forum de fondateurs. Au début, les commentaires portaient sur le panel. Quelques-uns m'ont tagué. Excellente perspective sur la stratification logistique hybride. Je ne savais pas que vous étiez lié à la refonte d'Encore Lab. Impressionnant. Puis quelqu'un a zoomé. Dans le coin supérieur droit de l'image, légèrement flou par la profondeur de champ. C'était une femme qui sortait de la pièce. Cheveux relevés, épaules rigides. Son badge se balançait vers l'avant sur son cordon. Le nom tournait loin de la caméra, illisible. Et pourtant, quelqu'un l'a reconnu. Attendez, n'est-ce pas son ex-femme? Les réponses sont venues rapidement. Pas possible.
Elle était au sommet? Je suppose qu'elle n'a pas pu rester pour toute l'histoire. Puis est venu le commentaire le plus populaire. Simple, brutal. Elle l'a appelé un premier mari. On dirait qu'il était le dernier qui comptait vraiment. Je n'ai pas aimé le commentaire. Je n'ai pas répondu. Pas besoin, car le silence était déjà plus fort que tout ce que j'aurais pu taper. Cet après-midi-là, j'ai reçu un dernier message d'elle. Juste une ligne. Je ne savais pas qui tu étais. Je l'ai fixé pendant un moment, puis j'ai tapé, tu le savais. Tu t'en fichais, c'est tout. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en attendais pas. Il y a un point dans chaque dénouement où il devient permanent. Non pas parce que les fils ne peuvent pas être recousus, mais parce que les mains qui auraient pu les réparer ne sont plus intéressées. Elle avait parié que je serais toujours l'homme qu'elle avait quitté. Sûr, prévisible, silencieux. Elle avait raison sur un point. J'étais silencieux. Mais pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que je savais qu'un jour, le silence serait la chose la plus bruyante dans la pièce. Et maintenant, elle ne pouvait plus le désentendre.